Maintenant, je vais vous présenter Bernard Ouellette, qui est candidat au doctorat en histoire ici à l'Université de Sherbrooke sous la direction du professeur Harold Bérubé. Il travaille en ce moment sur sa thèse intitulée « Les institutions sino-montréalaises de 1923 à 1981, la construction d'une communauté chinoise et son organisation ». Et ce matin, sa présentation s'intitule « Survol de la perception historiographique envers la communauté chinoise en contexte de diaspora ». On t'écoute. Merci, Madame, bienvenue. Alors, merci de m'accueillir aujourd'hui et aussi merci au comité organisateur pour avoir rendu possible cet événement aujourd'hui. Alors, si vous me le permettez bien, je vais faire, entre autres, un bref survol d'une partie de l'historiographie sino-canadienne en contexte de ce qu'on appelle une diaspora. Je vais diviser ma présentation en 5 parties. En premier lieu, on va se demander, quand on parle de diaspora, c'est quoi au juste dont on parle? Ensuite, je vais vous parler un peu sur comment l'immigration chinoise contemporaine à travers le monde s'est constituée. Je vais ensuite faire un court rappel historique des faits qui ont marqué l'historiographie, l'histoire en fait sino-canadienne, pour ensuite faire un bref survol de l'historiographie sino-canadienne dans un contexte nord-américain. Et je vais terminer sur quelques points qui mériteraient que l'on retienne ensemble. Est-ce que ça vous va? Oui. Parfait. Alors, débutons avec le thème de diaspora. Qu'est-ce qu'on entend par diaspora? C'est quoi, en fait? Nos dictionnaires définissent souvent la diaspora comme une dispersion d'un peuple ou d'une ethnie à travers le monde. On a longtemps parlé de la diaspora juive, les exilés juifs, ou plus récemment de la diaspora arménienne, surtout depuis le génocide en 1915. Dans un recueil publié en 2004, avec la contribution de 11 auteurs, Lawrence J.C. Ma et ses collaborateurs nous offrent une belle réflexion sur ce qui va bien au-delà de l'idée de communauté immigrante dans la définition de diaspora. Mais il inclut des aspects religieux, culturels, idéologiques, économiques, référentiels et relationnels. Il fait ressortir l'aspect d'ouverture qui règne normalement dans les diasporas et aussi l'importance de l'interrelation avec la communauté d'accueil. Il établit un lien très net entre le lieu et l'espace qui permet à la diaspora d'avoir un sens. Selon lui, la diaspora existe parce que la société d'accueil fait partie de l'adéquation. Pour lui, pas d'ouverture de la communauté immigrante ou de la communauté d'accueil, pas de diaspora. Peut-être, avant qu'on parle d'historiographie, je vous ferai un petit rappel de l'histoire de l'immigration chinoise au Canada, très court. Milieu du 19e siècle, les Chinois commencent à migrer vers l'Occident, surtout à partir des régions côtières chinoises de Guangdong et Fujian. Au départ, on accueillait des marchands chinois, presque uniquement des hommes, alors que d'autres venaient pour travailler dans les mines et dans les industries du charbon. En 1877, le gouvernement canadien fait son appel d'offres pour la construction de son fameux chemin de fer, qui a attiré une importante main-d'œuvre chinoise. En 1895, c'est la première loi visant à restreindre et réglementer l'immigration au Canada pour contrer l'arrivée des Asiatiques. En 1902, on renforçait les restrictions parce que, de toute évidence, l'immigration chinoise continue d'abonder. En 1923, c'est l'interdiction complète, jusqu'à l'abrogation en 1947. En 1970, on reconnaît la Chine communiste et en 1973, finalement, on signe un accord sur l'immigration entre les deux pays. Alors maintenant, essayons de brosser un certain portrait des origines de l'immigration contemporaine, la forme que l'on connaît aujourd'hui. On pourrait dire qu'au 18e siècle, et la période avant, la migration, c'était surtout le fruit de la colonisation, où il y avait aussi les migrations militaires. Au 19e siècle, surtout vers le milieu, les choses présentent alors différemment. C'est à ce moment qu'on voit l'apparition de la migration vers les grands centres urbains qui se font souvent sur de plus longues distances. Les moyens de communication et de transport modernes y sont pour quelque chose dans ce phénomène qui cherchait surtout à répondre aux besoins de main-d'œuvre, principalement ceux des mines, des usines et des plantations. Il faut aussi savoir que la migration transatlantique, je parle de l'Europe vers l'Amérique, ne représentait qu'un tiers de la migration totale mondiale à cette époque. Les 2 autres tiers étaient d'origine asiatique. Il faut vraiment faire attention à une vision eurocentriste ou trop occidentale des choses qui affecte souvent notre perception historique. Voilà.
Puisqu'aujourd'hui, je souhaite survoler avec vous l'historiographie sino-canadienne, j'aimerais vous faire une certaine mise en contexte sur comment sont nées les recherches sur le sujet au Canada. En fait, je vous dirais tout d'abord qu'il est impossible de dissocier les travaux effectués aux États-Unis sur l'immigration au début du 20e siècle et les recherches contemporaines sur le sujet au Canada. Je vous parle ici de l'influence des recherches de l'École de Chicago en 1924, dirigée par le sociologue Robert Park. On s'entend pour dire que sa question à savoir si les Asiatiques étaient plutôt comme des Noirs ou comme des Blancs, paraît un petit peu loufoque aujourd'hui. Pour la petite histoire, là, lui et son équipe, ils ont conclu qu'ils étaient les deux à la fois. Lui et son équipe ont aussi mené d'autres recherches sur la communauté chinoise, avec plus ou moins de succès. Mais les travaux de Park et ceux de ses collaborateurs auront malgré tout ouvert la porte aujourd'hui à un questionnement scientifique beaucoup plus pertinent dans les recherches contemporaines. Il faut aussi mentionner d'autres pionniers américains à l'origine de la recherche sur les communautés chinoises. Je vous parle ici de John K. Fairbanks et de Oscar Handlen. Dans les années 50, Handlen a marqué l'histoire sociale urbaine de la migration. Il remettait en cause l'image traditionnelle du migrant chinois, plutôt passif. Handlen proposait au contraire une interprétation nouvelle de cette communauté. Il la voyait consciente, déterminée et prête à tout pour éviter d'être assimilée. À l'époque, c'était quand même ambitieux comme approche. Je m'en voudrais de terminer cette partie sans mentionner un disciple de Handlen, que vous connaissez peut-être, Guten Barth. Au milieu des années 60, Barth s'est intéressé en détail au style de vie très cantonais des travailleurs immigrants chinois en Californie. Puis il constata que le temps favorisait l'immigration permanente de la communauté. Je vous parlerai bien maintenant de ce qui s'est fait au Canada avant les années 70, mais je vais vous avouer qu'il n'y a rien de vraiment pertinent présenté au point de vue de recherche. Mais les années 70 ont fait émerger quelques auteurs qui ont ouvert la voie à une historiographie sino-canadienne très intéressante. James Morton nous a offert une analyse du rôle de la communauté chinoise dans le développement social, politique et économique en Colombie-Britannique et comment la mentalité blanche envers eux a évolué depuis les premiers arrivants vers la fin du 19e siècle. Il raconte en gros l'échec du gouvernement canadien au 19e siècle à leur donner leur place et à résoudre le problème chinois. C'était d'ailleurs l'approche à la mode par les chercheurs à cette époque. On positionnait souvent la communauté chinoise en victime. Ils étaient aussi dépeints comme peu réactifs et plutôt soumis. Ils existaient surtout en fonction de la communauté blanche. Peter Ward est sûrement l'auteur le plus prolifique sur le sujet au Canada à cette époque. La peur de l'autre, le désir d'homogénéiser la culture britannique et les inégalités économiques envers la communauté chinoise sont, selon Ward, les facteurs importants qui expliquent le sentiment anti-chinois ou anti-asiatique en Colombie-Britannique depuis leur arrivée. Les années 80 marquent une nouvelle ère dans l'historiographie sino-canadienne. Les études sur la communauté chinoise au Canada se multiplient. C'est une époque où on subventionne fortement les études qui font la promotion du multiculturalisme canadien. Et l'histoire sociale en profite de belle façon. À cette étape-ci, je n'ai pas envie de vous défiler une série d'interminables d'auteurs, mais j'aimerais plutôt vous présenter certains courants qui ont souvent été symbolisés par des auteurs qui ont marqué l'historiographie. Je vous dirais qu'en 1982, à peine 4 ans après l'ouvrage de Peter Ward, là, que je vous parlais plus tôt, un recueil important d'une collaboration d'auteurs préparée par Edgar Wigberg reste encore aujourd'hui une référence dans la connaissance des communautés chinoises au Canada. C'était en fait la première fois qu'on avait une perspective chinoise de leur histoire avec un regard interne institutionnel. On travaillait à partir de sources qui appartiennent à la communauté avec des éléments qui intéressent la communauté chinoise. Ce nouveau départ de la recherche aurait eu des échos, surtout dans l'Ouest canadien, mais aussi on aurait eu droit à une étude approfondie de sa communauté à Montréal, depuis l'arrivée des Chinois jusque dans les années 50. C'est le travail de Denise Ely, qui retrace en fait son processus d'intégration économique et sociale. On démontre les tensions raciales et comment l'élite canadienne stigmatisait la communauté chinoise, ce qui aurait fait en sorte, selon elle, que la communauté chinoise n'avait d'autre choix que de se replier sur ses propres ressources économiques et culturelles. Si vous me le permettez, je vais compléter sur la communauté sino-montréalaise avant de revenir à un regard plus global canadien.
Depuis l'ouvrage de Haley, on n'a pas encore eu droit à quelque chose d'aussi important, mais il faut quand même souligner, entre autres, les travaux de Kwok Bi Chan sur les souffrances de la communauté sino-montréalaise face à la discrimination au travail et dans la vie de tous les jours. Plus récemment, on parle surtout des travaux de Jonathan Shaw, qui, depuis une quinzaine d'années, mettent à l'avant-plan l'histoire de la communauté sino-montréalaise. Il s'intéresse au quartier chinois à Montréal et à la symbolique qui constitue son identité. Pour lui, c'est un processus qu'il appelle d'enchinoisement de la communauté, qui aura permis de s'intégrer au tissu urbain montréalais. Et selon lui, la communauté s'est graduellement approprié son espace en superposant ses référents culturels. Revenons, si vous le voulez bien, à notre survol historiographique plus canadien. Alors, on constate, depuis les 30 dernières années, une progression intéressante dans les recherches sur le sujet. Non seulement au Canada, mais les recherches sur la communauté chinoise aux États-Unis et au Mexique nous positionnent le phénomène dans une optique nord-américaine. On nous démontre comment les lois d'exclusion américaines et canadiennes, le contrôle des frontières pour chacun des pays, l'influence des agences d'immigration et les opportunités de travail pouvaient orienter les migrants chinois en Amérique. Certains ouvrages ont marqué leur époque de façon, et ce sont les femmes, dans les années 1990, qui ont été les plus productives à ce sujet. Ces ouvrages ont marqué leur époque, à leur façon. C'est ça. Je vous mentionne d'abord les travaux de Patricia Roy, en Colombie-Britannique, en 1989, avec son ouvrage « White Man's Province », qui nous explique pourquoi les Britanno-Colombiens souhaitaient une province blanche à domination mâle, et explique ce qu'ils ont fait pour essayer d'y parvenir. Elle accentue la distinction entre les travaux de l'époque et ceux de Ward. Pour elle, Ward a négligé les facteurs économiques et politiques dans l'attitude de la population. Pour elle, ce n'était pas juste une question de race, mais aussi de classe sociale. À la même époque, les travaux de Peter Lee disaient sensiblement la même chose, que les forces économiques justifiaient le racisme jusqu'aux années 60 et qu'avec le besoin grandissant en main-d'œuvre, l'acceptation des communautés asiatiques était plus facile. Je me dois aussi de vous parler des travaux de la géographe australienne K.J. Anderson en 1991, qui nous parle de la formation du Chinatown à Vancouver et démontre comment cet endroit était un amalgame complexe, difficile à conceptualiser, où la domination sociale et politique euro-canadienne, comme elle l'a dit, plaçait la communauté chinoise en victime. En 2000, l'historien sino-américain Wing Chung-na nous présente le résultat de ses recherches qui amènent l'historiographie à un autre niveau. En fait, il remet en question l'absence d'initiative et de motivation consciente de la communauté chinoise, comme le prétendait Anderson, lui qui montre toute l'importance du rôle des agences chinoises. On entre alors dans une phase révisionniste qui non seulement démontre l'organisation interne structurée de la communauté chinoise, mais l'historien met en relief les désaccords internes. À partir de ce moment, on ne peut plus parler d'homogénéité quand on parle de communauté chinoise. En 2010, c'est au tour de l'historienne révisionniste Lisa Rose Marr de mettre en lumière la communauté chinoise au Canada. Elle nous présente sa mobilité et son caractère cosmopolite. À travers le travail des courtiers chinois en immigration, on découvre une communauté divisée idéologiquement, ingénieuse, combative, mais surtout pas passive. Ces travaux corroborent les grandes tendances de l'historiographie sino-américaine depuis les années 2000. Finalement, je me voudrais compléter ce survol sans mentionner les travaux de David Chunun-Lei, qui, depuis les années 90, s'est sûrement rendu l'auteur canadien le plus prolifique sur le sujet. Bien que ses travaux demeurent attachés à la dichotomie raciale de l'histoire sino-canadienne, un peu comme ceux de K.J. Anderson des années 90, on doit souligner l'intérêt pour ses travaux récents en 2017. Lei nous offre une approche transnationaliste qui examine les diverses formes de mobilité dans l'histoire des Chinatown au Canada et l'importance des clans familiaux dans leur formation. On constate avec intérêt que les politiques canadiennes en immigration, en 1967, ont fait en sorte que les immigrants chinois n'avaient plus besoin, comme avant, de vivre dans les Chinatown et que ces quartiers ont pu prendre un nouvel élan, entre autres plus touristique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette présentation? Peut-être que, premièrement, que la diaspora chinoise au Canada s'est construite à travers le temps, mais aussi l'espace. J'entends ici l'espace nord-américain, mais aussi l'espace symbolique
et économiques qu'occupaient les quartiers chinois à différentes époques. Hormis le discours politique, je pense que ce lien d'ouverture de la communauté chinoise et de la communauté d'accueil s'est fait très progressivement. Pardon. Les auteurs s'entendent encore mal pour dire si oui ou non on doit considérer les Sino-Canadiens comme des victimes d'un suprémacisme blanc ou on doit considérer comme une communauté structurée qui a été témoin mais aussi complice des tensions envers elle. L'historiographie nous démontre des liens parfois étroits entre leaders blancs et chinois qui ont parfois lutté, mais aussi travaillé ensemble pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas facile de tirer une ligne entre ces diverses réalités, et c'est le défi du chercheur en 2019 d'aller plus loin dans ce sens et de trouver de nouveaux éléments pour mieux connaître ces communautés chinoises. Merci. Merci beaucoup, Bernard, pour cet exposé très savant et merci aussi d'avoir gardé le temps aussi rigoureusement.